Salut dur à cuire et contente de vous retrouver, j'espère que vous allez hyper bien. Moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un très très gros morceau, une dame très ambiguë dans l'histoire de France. C'est la suite, enfin c'est le deuxième épisode de la petite série, là, a commencé il y a quelques semaines sur les femmes historiques avec une réputation un petit peu sulfureuse ou ambiguë. Donc on avait parlé d'Eva Perron la dernière fois, et là aujourd'hui on s'attaque au dossier Mao d'Artois. En fait, j'ai fini ce livre, donc une biographie de Mao d'Artois, de Christelle Balouza-Loubet. Bon, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous dirai 2-3 mots sur ce livre, ce que j'en ai pensé. Donc vous connaissez peut-être déjà Mao d'Artois à travers Les Rois Maudits, que ce soit le livre ou les adaptations en série, où, soyons honnêtes, elle est dépeinte mais de manière exécrable. C'est une complotiste, une empoisonneuse, vraiment un personnage froid et calculatrice, qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer. Et du coup, on va voir si Maurice Drouillon, donc l'auteur des Rois Maudits, était totalement à côté de la plaque quand il a dépeint ce portrait de Mao. Allez, c'est parti. Alors Mao, c'est un pédigré exceptionnel. On peut pas faire pédigré plus racé. Donc son père Robert II était le fils de Robert Ier, qui était le frère cadet de Louis IX, donc Saint-Louis, qui était juste au XIIIe siècle le roi le plus populaire de l'histoire de France. Alors je vous préviens, les mêmes noms vont être récurrents, c'est simple, dans les acteurs on va avoir du Philippe, on va avoir du Charles, on va avoir du Robert. Donc prenez des notes, ça va pas forcément être tout le temps facile. Donc Mao est la petite nièce de Saint-Louis, et donc une vraie princesse de sang royal. On ne sait pas à quoi elle ressemblait physiquement. Là, on n'a vraiment aucun détail. On peut quand même imaginer son enfance. Donc il faut savoir que les jeunes femmes de l'aristocratie avaient une éducation très poussée. Donc Mao savait très bien lire. Elle savait compter, on a dû lui apprendre également la danse, le chant, mais aussi les échecs, parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les échecs, ça faisait fureur. On devait également lui apprendre à monter à cheval, aussi à chasser avec des rapaces. Et on sait que l'éducation de Mao était même encore au-dessus, qu'elle était vraiment premium, parce que la pauvre Mao va perdre sa mère assez jeune, et donc c'est la reine Marie de Brabant qui va la prendre sous son aile. Donc Marie de Brabant, c'était l'épouse de Philippe III, le fils de Saint-Louis. Je vous avais dit, ça va être un petit peu compliqué d'un point de vue généalogique, cette vidéo. Et Marie de Brabant était connue pour être une reine très très lettrée, très mécène. Et donc du coup, elle va donner ce goût de la lecture à Mao. D'ailleurs, à la mort de Marie de Brabant, Mao va investir des sommes folles pour racheter une grosse partie de la bibliothèque de sa protectrice. Bon, bien sûr, en tant que jeune fille de l'aristocratie, Mao va pas échapper à un mariage précoce, et à l'âge de 15 ans, elle va épouser Othon de Bourgogne, donc un ami de son père, la quarantaine bien entamée. Elle va avoir un ménage quand même assez heureux malgré la différence d'âge. Ils vont notamment avoir 3 enfants qui vont atteindre l'âge adulte. Jeanne et Blanche, que vous connaissez peut-être encore si vous avez vu Les Rois Maudits, mais on va repasser dessus plus tard, et un fils, Robert. Donc Mao vit une petite vie tranquille, de noble dame, jusqu'à ce que sa vie soit chamboulée en 1302 à la mort de son père. Alors il faut savoir qu'en Artois, comme dans beaucoup de territoires d'ailleurs en France à l'époque, les femmes n'étaient pas exclues de l'ordre de succession. Donc quand le comte Robert II meurt, il lègue l'Artois à son enfant le plus âgé, c'est-à-dire Mao. Donc là, Mao, déjà qu'elle avait un haut statut, mais là, elle explose, quoi, elle atteint les sommets. Donc elle obtient le statut de père du royaume. Et en fait, cette pairie était composée de 6 ecclésiastiques et de 6 nobles très puissants. Donc autant dire que Mao faisait vraiment partie de l'élite. En plus, elle va parvenir à marier ses 2 filles aux enfants de Philippe le Bel. Petite parenthèse, j'adore Philippe le Bel. Il n'a pas fait que des trucs bien, mais je sais pas, je trouve que c'était un roi très charismatique, très fidèle à sa femme. Je crois qu'avec Louis XVI et Saint-Louis, c'est peut-être le seul roi de France qui n'a jamais trompé sa femme, ou du moins qui n'a jamais eu de maîtresse mise en avant. Othon va mourir, et donc voici Mao à 33 ans, toute seule, pour gérer cet immense territoire
très convoité qu'est l'Artois. Donc ça va être une très bonne administratrice, elle va savoir s'entourer de gens compétents et elle va pas juste se fier à la naissance, hein. Elle va aussi embaucher des roturiers dont elle va s'assurer la fidélité. Elle va vraiment rationaliser le système de représentation et de justice dans son territoire. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'elle était très conseillée et entourée que elle n'était effacée. Au contraire, elle parcourait inlassablement son territoire. On disait qu'elle faisait à peu près 3000 km par an. Elle était très souvent aussi à la cour pour faire valoir ses intérêts. Et Dieu seul sait qu'elle va avoir besoin de soutien parce que les problèmes vont très vite s'accumuler. Bon, déjà, elle va avoir un procès avec sa belle-mère. Elle va aussi avoir affaire à plusieurs révoltes populaires, et notamment une révolte de la ville de Saint-Omer, qui va durer 200 jours. Elle va avoir quelques révoltes nobiliaires également. Elle va avoir un différend avec l'évêque de Cambrai. Et Robert d'Artois va aussi se réveiller. Et si là encore vous êtes familier des rois maudits, vous savez que Robert va être l'épine dans le pied de Mao jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour rappel, Robert d'Artois, c'est le neveu de Mao. Et en 1309, il va contester la succession du comté d'Artois. Il va faire un premier procès à Mao. Parce qu'en fait, c'était le fils du frère aîné de Mao. Sauf qu'en fait, il va mourir assez jeune. Et donc, du coup, quand Robert II, le père de Mao, meurt, il transmet ses terres à sa fille. Sauf que Robert, il n'est pas d'accord parce que dans sa tête, voilà, si son père n'était pas mort si tôt, c'est lui qui, in fine, aurait dû hériter de l'Artois. Et vous allez voir, hein, cette idée, il va s'y accrocher pendant des décennies. Ça va devenir son obsession ultime. Mais Robert... Même si c'était... non, c'est même pas une épine dans le pied de Mao, Robert, c'est une massue qui lui fracasse le pied. Donc même si Robert est embêtant, le plus gros scandale qui va toucher Mao, et ça peut-être vous le voyez venir, certains d'entre vous, ça va être le scandale de la Tour de Nesle, en 1314, qui a failli vraiment détruire Mao. Donc voici ce qui s'est passé. Donc Philippe le Bel avait 3 fils, donc 3 belles-filles, et 2 de ces belles-filles vont se compromettre dans une liaison avec 2 chevaliers sans grand intérêt. Et vous vous souvenez que 2 des filles de Mao étaient mariées au fils de Philippe le Bel. Donc les 2 belles filles incriminées vont être Marguerite, donc, qui était mariée au fils aîné de Philippe le Bel, et Blanche, donc, qui avait épousé donc, le fils cadet. Donc bien sûr, le scandale va éclater, je vous passe les modalités, ça va impliquer Isabelle de France, qui était la reine d'Angleterre, et la fille de Philippe le Bel, enfin bref... ça va être totalement le bordel. Donc du coup, les 2 filles de Mao vont être emprisonnées, même Jeanne qui n'avait rien, qui était complice. Donc elle fut emprisonnée parce qu'elle était complice. Bon, pour Jeanne, ça va bien se passer. Son mariage ne va pas être dissous. Par contre, le mariage de Blanche plus tard va être dissous. Enfin, et la réputation de Mao va être très 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 entachée. Non mais ce fut la honte ultime pour Mao. Sa fille compromise dans une histoire de mœurs, enfin n'importe quoi. Donc d'ailleurs, elle ne parla plus jamais de sa vie à Blanche, jusqu'à la mort de cette dernière. Et les choses vont se compliquer pour Mao, parce que déjà, il y a la mort de Philippe le Bel, sachant que Philippe le Bel était quand même un soutien de Mao. Après tout, il avait pris le parti de cette dernière en 1309, quand Robert avait intenté son premier procès pour récupérer l'Artois. Va y avoir aussi de très grosses révoltes nobiliaires. Donc pour couronner le tout, le fils de Philippe le Bel aîné, donc qui monte sur le trône, donc Louis X, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, on va dire, et d'ailleurs il va mourir. Bon là, ça va aussi être problématique pour Mao, parce que du coup, c'est le fils puiné de Philippe qui va monter sur le trône, un autre Philippe, Philippe V, et l'époux de Jeanne, donc la fille de Mao, devient reine de France. Les gens vont trouver bizarre quand même que Louis, qui était dans la vingtaine, soit mort très soudainement lors d'une partie de jeu de paume, en fait. Il faudrait vraiment que les rois de France arrêtent de jouer au jeu de paume. Hein. Charles VIII, je ne sais pas si tu nous vois de là où tu es, mais on pense à toi. On va accuser Mao de l'avoir empoisonné. Et aussi d'avoir empoisonné le bébé de ce dernier, qui est mort au bout de 5 jours. Au début, c'était que des accusations. Plus tard, ça va se muer en procès, quand même. Heureusement, pour le moment, elle est quand même intouchable. Hein, sa fille est quand même reine de France. Du coup, la paix de Vincennes va être déclarée, parce que, souvenez-vous, il y avait une grosse révolte nobiliaire. Et, en gros,
Philippe va prendre parti pour sa belle-mère, donc il va redonner l'Artois, la pleine possession de l'Artois à Mao, parce qu'en fait son prédécesseur, pour calmer un petit peu les nobles, avait plus ou moins confisqué l'Artois. Donc là, c'est triomphante que Mao revient dans son domaine après plus de 2 ans, on va dire, banni. Donc Robert va retenter un deuxième procès parce qu'on lui avait promis après le premier procès que celui-ci serait examiné. Bien sûr, il est désavoué. Donc autant dire que Robert il l'a mauvaise là. Ça va rester en travers de sa gorge. Hein. Il va revenir sur le devant de la scène plus tard. Donc Mao elle revient triomphante. Elle fait le tour de son domaine. Tout est à refaire, hein, toute sa légitimité et à toute son image est à redorer. Mais voilà, à 49 ans, Mao est encore en forme, elle n'a pas peur. Elle va faire construire des hôpitaux, elle va faire construire des églises. Elle va vraiment être très active. Bon, malheureusement, vous l'aurez compris peut-être, les enfants de Philippe IV, ils n'étaient pas forcément de très grande constitution. Du coup, Philippe va aussi mourir jeune de maladie. Et du coup, les choses vont se compliquer parce que ça va être le cadet de Philippe, Charles, qui va monter sur le trône. Et Charles, c'était aussi le beau-frère de Robert d'Artois. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Robert? Eh bien, il va profiter de ce changement de succession et il va intenter un troisième procès à Mao, en 1329. Alors, est-ce que c'est l'accumulation des drames? Parce que oui, je suis stupide. J'ai oublié de vous dire que, également, là, quelques années plus tôt, le fils de Mao était mort de maladie. Ce fut un drame incommensurable. Son héritier, peut-être même son enfant préféré, était mort. Donc est-ce que c'est l'accumulation des drames, tous les deuils qu'elle a vécu, toute la fatigue des procès, procès pour l'Artois, procès pour l'empoisonnement elle mourut à l'âge de 59 ans. Mais c'est pas pour autant que le procès fut révoqué. Et là, je suis contente comme de vous dire que pour une fois, il y a une justice et que le karma va revenir sur Robert tel un boomerang. Déjà, on va se rendre compte que les pièces que Robert avait apportées lors du procès étaient fausses. Donc il va perdre son procès. Par ailleurs, Charles, là encore, à l'image de ses frères aînés, il va pas rester longtemps sur le trône, il va mourir aussi après 5 ans de règne de maladie, jeune. Et il va y avoir un nouveau roi, donc un neveu de Philippe IV le Bel. Et Robert va multiplier les provocations à l'égard de ce nouveau souverain, les actes d'insubordination, si bien qu'il va être banni du royaume de France. Donc Robert va partir en Angleterre pour servir le roi Édouard Ier. Donc c'est la fille puis la petite fille de Mao qui vont récupérer l'Artois. Et malheureusement, à la fin du XIVe siècle, le comté va disparaître et va être rattaché au duché de Bourgogne. Alors que dire de Mao? Écoutez, moi je l'aime beaucoup. Je pense que Mao, en fait son seul tort, ça a été de régner comme un souverain à part entière. Comme un seigneur à part entière, excusez-moi. Mais j'avais déjà eu cette conclusion, par exemple, dans la vidéo très très ancienne sur Wu Zetian. Wu Zetian, on disait que c'était une impératrice de Chine, en fait, qu'elle était monstrueuse et tout. Mais en fait, elle régnait juste comme tous les empereurs de Chine l'avaient fait avant elle, avec beaucoup de cruauté, certes, mais ils étaient tous pareils. C'est juste comme c'était une femme, ça a choqué. Là, Mao, c'est pareil. Elle a voulu être un seigneur à part entière. Et ça, je pense qu'on lui a beaucoup reproché. Pareil, si elle avait été un homme, je suis pas sûre qu'on lui aurait reproché la mort du fils aîné de Philippe le Bel, ainsi que le bébé de celui-ci. C'est juste que voilà, dans l'imaginaire collectif, les femmes, les poisons, c'est quand même lié. Non, en fait, Mao, c'était juste une femme qui s'était construite une carapace. Parce que quand on vit tous les drames, tout le stress, toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée, forcément, on se blinde. Et donc voilà, Mao s'était blindée. Et ça dérangeait parce que une noble dame de l'époque n'était pas censée être comme ça, n'était pas censée avoir une main de fer. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps d'innocenter Mao et d'améliorer un petit peu sa réputation. Donc s'agissant du livre, j'ai beaucoup aimé. Au début j'avais un petit peu peur parce que, soyons honnêtes, le milieu du Moyen-Âge, le 13e, 14e, c'est pas forcément ce qui est le plus connu dans l'histoire de France, c'est assez austère. J'avais peur d'une histoire un petit peu compliquée et au final, pas du tout. C'est très 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 bien écrit. Franchement, l'auteur,
Donc Christelle Balouzaloubet, hein, je vous le remets, je vous mettrai de toute façon le lien vers ce livre dans la barre de description, a fait un travail de vulgarisation incroyable, mais c'est vulgarisé sans pour autant que le lecteur soit infantilisé. Franchement, ça remet bien ça explique bien le contexte. Non, franchement, elle a fait un très bon travail et je recommande. Et ben voilà, j'espère que je pourrai monter cette vidéo assez rapidement. Pour être honnête, je pars en vacances là. Je vous laisse deviner bien sûr quel livre je vais prendre pour m'accompagner dans ce voyage. Hein, Les Rois Maudits de Maurice Druon. Voilà. Et du coup, je vous dis à très bientôt et salut!